Le mécanisme secret de la Grande Pyramide d'Égypte, une théorie de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. La plupart des égyptologues ayant étudié l'architecture interne de la pyramide de Khéops en ont déduit que les trois chambres différentes visibles sur ce plan représentaient trois phases successives d'un seul et même tombeau. En raisonnant toujours dans le sens chronologique de la construction, ils en ont déduit que la chambre souterraine, creusée directement dans le calcaire du plateau de Gizeh et restée inachevée, avait probablement eu comme but d'accueillir la dépouille du pharaon en cas de décès prématuré de celui-ci. Idem pour la chambre de la reine, construite de nombreuses années plus tard, mais dont le projet semble avoir été abandonné au profit de la chambre du roi, plus spacieuse et construite dans un matériau plus résistant. La chambre du roi était censée être la dernière demeure du pharaon Khéops. Elle comportait comme innovation majeure des murs et un plafond plat en granit rouge. Un système symbolique de conduit permettait aussi à l'âme du pharaon de s'échapper vers les étoiles. C'est d'ailleurs dans cette chambre qu'un demi-sarcophage vide a été retrouvé avec un angle abîmé. L'antichambre, ou chambre des Herses, confortait d'ailleurs les égyptologues dans cette idée, puisque la chambre du roi était la seule des trois chambres dont l'accès était verrouillé par trois grosses plaques de granit coulissant dans des rainures et par une quatrième herse fixe. Étant donné qu'aucune trace de momie n'a été retrouvée dans cette chambre et que les poutres du plafond étaient fissurées, les égyptologues ont fini par conclure que la momie avait été entreposée ailleurs. Ailleurs, mais où ? En y regardant de plus près, la théorie officielle comporte de grosses zones d'ombre. Pourquoi, par exemple, aucun des deux tombeaux provisoires n'a-t-il été utilisé après la découverte de fissures au niveau du plafond de la chambre du roi ? Pourquoi la chambre du roi n'est-elle pas au centre de la pyramide ? Pourquoi l'idée des conduits n'apparaît-elle qu'au niveau de la chambre de la reine ? Pourquoi les conduits de la chambre de la reine montent-ils plus haut que la chambre du roi ? Pourquoi n'y a-t-il aucune inscription relatant la vie du pharaon dans cette pyramide ? À quoi servait réellement cette structure étrange, désignée sous le nom de chambre de décharge, et composée de 5 plafonds successifs réalisés avec des poutres de granit, dont la plus grosse dépasse les 60 tonnes. Les architectes qui sont venus au secours des égyptologues sur cette question pensent que cette structure servait à rehausser les chevrons afin d'éviter que la descente de charge n'endommage la grande galerie, mais cela ne tient pas car il aurait simplement suffi d'allonger légèrement le couloir entre la chambre des Herses et la chambre du roi pour éviter le problème. Pourquoi le demi-sarcophage en granit était-il légèrement plus large que le couloir ascendant ? Vous l'avez sans doute remarqué, l'étroitesse de certains couloirs et surtout leur manque de hauteur et de marche faisaient qu'acheminer la momie et le mobilier royal jusqu'à la chambre du roi relevait plus d'Interville que d'une cérémonie funéraire. N'oublions pas non plus qu'à l'époque, le seul système d'éclairage était des torches ou des lampes à huile et qu'aucune encoche n'a été prévue dans les couloirs. De plus, après avoir acheminé le corps et le mobilier funéraire, il fallait ensuite refermer les herses et repousser les 3 bouchons de granit jusqu'en bas du couloir ascendant et ressortir par le puits, comme des spéléologues. Pourquoi ne pas avoir pensé ensuite à condamner la descendrie en laissant un des bouchons de granit l'obstruer ? Mystère. Pourquoi avoir laissé volontairement autant de circulation intacte alors qu'il était si facile de prévoir un conduit pour les remplir de sable, voire de glisser des blocs dans la descendrie pour l'obstruer complètement ? Pour en revenir au conduit, une seule lame, 2 conduits, ou plutôt 4 avec ceux de la chambre de la reine, qui ne débouchaient pas en façade et qui étaient masqués en partie basse, c'est plutôt étrange, non ? Quant aux étoiles, la Terre tournant autour du Soleil tout en tournant sur elle-même, avec en plus une inclinaison différente par rapport au Soleil selon les saisons, bien malin qui pourrait dire quelle étoile précise les conduits désignaient. Pour couronner le tout, les conduits de la chambre du roi, débouchant en façade, faisaient courir un risque énorme à la momie et au mobilier royal, du simple fait de la circulation d'air, mais aussi d'insectes, de sable ou d'eau. Il ne pleut pas beaucoup là-bas, mais n'importe quel pilleur de tombeau aurait pu en verser de l'extérieur dans un des conduits, dans l'espoir de la voir ressortir à un endroit et matérialiser ainsi une porte d'entrée secrète. En faisant cela, il aurait noyé la momie et le mobilier funéraire. Khéops pouvait-il vraiment prendre ce risque ? Et si les égyptologues se trompaient ? Si le fait de raisonner dans le sens de la construction et de ne rechercher qu'un tombeau leur avait occulté une autre hypothèse bien plus technique concernant l'architecture interne de cette pyramide ? En y regardant de plus près, il existe bien une autre manière d'appréhender la solution du problème. Raisonnons cette fois-ci dans le sens de l'écoulement des fluides, c'est-à-dire de la gravité, voire encore plus simplement du haut vers le bas.
Les deux conduits, en façade nord et sud, mènent à une cuve étanche en granit, fermée par les herses de l'antichambre. Si l'on verse de l'eau dans l'un ou l'autre des conduits, la cuve va donc se remplir progressivement, tout en emprisonnant l'air situé au-dessus du niveau bas des conduits. Celui-ci va donc se comprimer au fur et à mesure que le niveau de l'eau va s'élever. Suivant la loi de Blaise Pascal, physicien français, la pression maximum possible sur le plafond de la chambre est égale à la hauteur de colonne d'eau entre l'orifice extérieur du conduit et le plafond de la chambre. Ici, cette hauteur est de 33 mètres, ce qui correspond à une pression de 3,3 bars, ou plus concrètement à 33 tonnes par mètre carré. D'après la loi de Mariotte sur l'équilibre des pressions, en cas de remplissage total des conduits, il resterait 1 mètre d'air comprimé à 3,3 bars en haut de la cuve. L'eau ne toucherait donc pas les poutres, mais la pression s'exercerait sur elles par l'intermédiaire de l'air comprimé. Avec des poutres du plafond, qui avoisinent les 60 tonnes, tout en offrant près de 6 mètres carrés en contact avec la pression, on comprend mieux le rôle des planchers successifs au-dessus de la chambre du roi. Ceux-ci sont là pour rajouter du poids sur les appuis des poutres, afin d'éviter que la pression ne les soulève. Le granit, travaillant très mal en flexion mais très bien en compression, remarquez comme les constructeurs ont pris soin de n'appuyer que sur les appuis des poutres, en ménageant un espace libre entre elles. Pour lutter contre la pression, ils n'avaient pas d'autre choix que de lester le couvercle de la cuve, et cette structure est la preuve évidente que la chambre du roi était destinée à être remplie d'eau. Les égyptologues n'ont pas compris non plus le rôle du passage entre la grande galerie et la première chambre de décharge. Si l'on suit cette théorie de mise en eau de la cuve, il s'agit probablement d'une soupape de sécurité destinée à protéger les chevrons calcaires d'une fuite éventuelle. En ce qui concerne le plancher de la cuve, la pression sera encore plus importante à ce niveau puisqu'il est situé 5,85 m sous le plafond. On obtiendrait donc presque 39 tonnes par mètre carré sur le dallage, ainsi que sur les pierres de la rangée basse des murs de la chambre. Mais, me direz-vous, à quoi cela peut-il servir de remplir ainsi cette chambre d'eau ? C'est tout simplement que la coupe sur la chambre du roi fait plus penser à une sorte de vérin hydraulique primitif qu'à un tombeau. La pression obtenue à l'intérieur permettrait de repousser facilement une pierre munie d'un trou sous un conduit contenant du sable. Le sable, en s'écoulant, pourrait ensuite faire bouger certaines pierres qu'il bloquait et permettre d'accéder à d'autres parties de cette pyramide, voire au véritable tombeau du roi Khéops. Certaines indications allant dans ce sens semblent être données par la chambre de la reine, qui ressemble étrangement à une chambre de test. Les constructeurs, qui n'avaient pas d'ordinateur, ont probablement dû tester le fonctionnement de leur mécanisme à ce niveau avant de le reproduire dans la chambre du roi. C'est pour cette raison que les conduits de la chambre de la reine grimpent de la même hauteur que ceux de la chambre du roi. Cette superposition d'un des conduits de la chambre de la reine avec un des conduits de la chambre du roi permet de s'en rendre compte. Les deux conduits arrivent exactement au même niveau. Cette coïncidence prouve sans aucun doute possible que les constructeurs voulaient obtenir la même pression dans la chambre de la reine que celle qu'ils obtiendraient plus tard dans la chambre du roi. Or, que remarque-t-on dans cette chambre ? Une pierre située dans la niche semble avoir été enfoncée par la pression, et le sol semble être descendu de la valeur d'une coudée égyptienne, c'est-à-dire à peu près 52 cm, si l'on compare sa position par rapport à celui de la chambre du roi, tout en prenant comme référence l'axe des conduits des deux chambres. Revenons dans la chambre du roi, et cherchons quelle pierre pourrait bien s'enfoncer du fait de la pression. Sur la face nord, tout n'est pas dessiné sur ce plan, mais il n'y en a qu'une et elle est située sur la première rangée d'assises, en face de la position actuelle du sarcophage. C'est la seule pierre de ce mur à être munie d'un linteau. Avec plus de 33 tonnes par mètre carré de pression, elle devrait s'enfoncer pour permettre à un trou de glisser sous un conduit à sable vertical. L'existence supposée de ce conduit à sable expliquerait pourquoi le conduit de ventilation nord de la chambre du roi fait un écart à cet endroit et pourquoi la chambre de la reine est plus courte que la chambre du roi. Cela permettrait justement son passage jusqu'en plafond de la chambre souterraine. Cela expliquerait aussi pourquoi, vu de dessus, la chambre souterraine se trouve entre la chambre du roi et la chambre de la reine. Le conduit à sable vertical continuerait par un puits dans la partie non construite de la pyramide pour s'arrêter à environ 60 cm du plafond de la chambre souterraine. Lorsque la bonne pression est atteinte dans la chambre du roi, la pierre est repoussée et le sable peut alors s'écouler. Il s'accumule donc dans le conduit vertical à raison de 2 tonnes par mètre cube au-dessus du plafond de la chambre souterraine.
le choix de la création d'une chambre souterraine pour l'arrivée d'un conduit vertical était pour ainsi dire obligatoire, car les constructeurs ne pouvaient pas arriver verticalement par le plafond d'une chambre dans une partie construite sans risquer de cisailler des poutres. Si les égyptologues avaient bien regardé le plafond de la chambre souterraine, ils auraient remarqué qu'une partie du plafond comporte un léger décaissé laissé par les constructeurs. Ce décaissé est en fait une zone de faiblesse permettant la rupture du plafond à cet endroit. Le sable peut ainsi envahir la chambre souterraine, qui, au final, n'est qu'un volume de rétention permettant de recevoir le sable et l'eau du mécanisme. C'est pour cette raison qu'elle a été laissée en l'état par les constructeurs. D'éventuelles finitions n'auraient absolument servi à rien, compte tenu de sa fonction. Revenons à la chambre de la reine. En supposant que l'axe des conduits des deux chambres royales était au départ au même niveau par rapport au sol, nous avons constaté que le plancher et qu'une partie du couloir était descendue du fait de la pression. Avec 39 tonnes par mètre carré de pression, il suffisait au constructeur de noyer des poteries dans un lit de sable sous le dallage pour réserver du vide de matière. La pression faisait éclater les poteries, le sable remplissait les vides et le plancher descendait. En transposant cette descente de plancher au niveau de la chambre du roi, on s'aperçoit que la distance mur sud de la chambre de la reine jusqu'à la marche est à peu près équivalente à la distance mur sud de la chambre du roi jusqu'à l'herse fixe de l'antichambre. Tout porte à croire que le plancher de la chambre du roi a lui aussi été calculé pour descendre du fait de la pression. Sur ce dessin, vous remarquez que le demi-sarcophage était positionné non pas dans la chambre du roi, mais dans le couloir menant à cette chambre. C'était probablement sa position d'origine pour permettre de couler une étanchéité bitumineuse entre lui et les herses. Lorsque les pilleurs ont voulu franchir les herses, ils se sont attaqués aux glissières, puis sont tombés nez à nez avec le demi-sarcophage. Comme ils ne pouvaient pas le tirer malgré avoir essayé d'avoir une prise en s'attaquant au mur derrière les herses, c'est en le repoussant à coups de bélier qu'ils ont dû l'endommager, et ceci explique probablement son état actuel. À partir d'une certaine pression, si le plancher de la chambre du roi s'enfonce de 52 cm jusqu'à la herse fixe de l'antichambre, alors le sarcophage et les 3 herses de granit le suivront et l'eau sera libérée automatiquement par le dessus des herses. Compte tenu de la pression liée à l'air comprimé emprisonné dans le dessus de la chambre, la 4e herse fixe en granit trouvera toute son utilité dans la protection de la partie calcaire située entre l'antichambre et la grande galerie. Quant aux conduits d'alimentation en eau, ils assureront cette fois-ci un rôle de décompression. L'eau, ainsi libérée, arrive dans la grande galerie qui ressemble étrangement à un égout en pente. Une cunette centrale et 2 banquettes latérales, le schéma type d'un égout moderne. Même sa marche en partie haute était taillée en V pour orienter l'eau dans le centre de la cunette. Cette entaille a malheureusement aujourd'hui été réparée par les égyptologues qui n'ont pas compris son utilité. L'eau prenait de la vitesse dans la grande galerie et, étant donné que la couverture du couloir de la chambre de la reine était intacte, elle s'engouffrait dans le couloir ascendant jusqu'au bouchon de granit. La pression de la colonne d'eau ainsi créée dans ce couloir repoussait les bouchons de granit, de sorte que le premier bouchon obstruait définitivement la descendrie pour interdire tout passage futur vers la chambre souterraine. Une fois le couloir ascendant rempli, il restait environ 240 m3 d'eau qui s'évacuait par le puits, la grotte, la descendrie, jusqu'à la chambre souterraine. Quant à l'eau qui restait dans le couloir ascendant, elle finissait par s'infiltrer dans la descendrie et rejoindre la chambre souterraine. Cet ingénieux système, s'il existe vraiment, est la preuve qu'il existe encore aujourd'hui des salles secrètes inviolées au-dessus du niveau de la chambre du roi. Actionner le mécanisme permettrait d'y accéder, soit par la façade, soit par la rampe interne diagnostiquée par l'architecte Jean-Pierre Houdin. Pour vérifier cette théorie, il suffirait d'un petit sondage du plafond de la chambre souterraine. Toute présence d'un conduit derrière la zone de faiblesse serait la preuve formelle que le mécanisme décrit dans cette vidéo existe bel et bien et que la pyramide est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Un simple vérin hydraulique permettrait par la suite d'enfoncer la pierre de la chambre du roi et de libérer le sable. Alors, quelle théorie vous semble la plus plausible pour expliquer l'architecture interne de la pyramide de Khéops? Celle du tombeau ou celle de la serrure hydraulique? Philippe Lheureux et Stéphanie Martin, auteurs de cette théorie, vous invitent à la retrouver dans le livre « Le mécanisme secret de la grande pyramide d'Égypte », publié aux éditions Le Temps Présent, ainsi que sur leur site internet www.kheops.biz, KHEOPS.biz. N'hésitez pas à faire connaître cette vidéo à vos amis. Merci.